Bonjour, nous recevons aujourd'hui Léa Chamboncel. Vous êtes la créatrice du podcast Place du Palais Bourbon. Vous interpellez les députés sur des sujets d'intérêt général et vous essayez de réduire, d'après ce que j'ai compris, la fracture entre citoyens et hommes politiques. Et vous me disiez, avant qu'on enregistre, que vous aviez été diplomate. Une petite question qui me vient à l'esprit, est-ce qu'aujourd'hui la diplomatie peut-elle faire effet dans cette crise de coronavirus, cette crise mondiale de coronavirus qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus quel est le rôle du diplomate aujourd'hui dans ce genre de crise entre plusieurs pays? Alors, le rôle du diplomate aujourd'hui, je vais plus parler de ce que devrait être le rôle de la diplomatie et du diplomate aujourd'hui, parce que c'est difficile de vraiment analyser tous les types de politique étrangère de chacun des pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, alors les frontières sont en train de se fermer, nous le savons. Néanmoins, il y a un grand besoin de solidarité internationale. Il est fondamental que les États continuent à coopérer dans ces crises et qu'il n'y ait pas de réaction, unilatérale, car elle pourrait être très dangereuse. On sait très bien que les relations internationales favorisent la paix, et ça, c'est la paix. Tous les échanges commerciaux, tous les échanges internationaux favorisent la paix, et il est fondamental que les relations diplomatiques continuent à avancer. Il faut aussi que les organisations internationales puissent avoir un rôle d'alerte. Par exemple, le rôle qui a été joué par l'OMS est fondamental. Il y a peu de jours, le directeur général de l'OMS a annoncé que la crise serait dramatique en Afrique. Et je pense qu'il faut que les États aussi occidentaux qui sont en capacité de pouvoir aider, dans la mesure du possible, les États qui ne pourraient pas faire face à cette crise et qui auraient des répercussions aussi dans nos propres États, soient en mesure de pouvoir prendre des mesures de sorte à garantir en fait la paix et la continuité des relations internationales. Je lisais, parce que ce sujet est intéressant, et on va parler longuement de votre podcast, Léa Chamboncel, quand on a vu ce matin ou hier qu'une vingtaine de députés demandaient l'aide de médecins, et demandaient à Emmanuel Macron de solliciter l'aide de médecins cubains qui avaient notamment lutté contre Ebola. Ça vous inspire quoi aujourd'hui? C'est aussi ça, cette entraide entre pays, mais c'est vrai que c'est étonnant que la France puisse demander de l'aide à Cuba. Ça peut être étonnant pour le citoyen que je suis, que nous sommes plusieurs millions. Alors vous savez, souvent on arrive à être très créatif en période de crise et on s'attend, il y a des décisions qui sont prises auxquelles on ne s'attend pas du tout. Ça, c'est typiquement le type de décision auquel on n'aurait pas pu s'attendre. Et moi, je suis ravie que ce type de décision soit prise, ce type d'aide soit demandé, car ça permet peut-être de rééquilibrer un peu les choses en fonction du rôle de chaque État sur la scène internationale, effectivement. Et une dernière question sur ce sujet, et après on parle vraiment du podcast. L'Union Européenne, aujourd'hui, Schengen est en train de se casser la gueule, ni rien ni plus ni moins. Les États se ferment les uns après les autres. On voit que l'Union Européenne a du mal à réagir à la crise et à savoir anticiper. D'ailleurs, on a vu que Ursula von Leyen, aujourd'hui, hier, s'est félicitée de discussions avec le Monténégro, notamment l'Albanie pour leur entrée. Donc et la Macédoine du Nord, ouais. La Macédoine du Nord. On a l'impression quand même qu'il y a le discours bruxellois sur une possible discussion sur l'intégration à l'UE et une impéritie à traiter le coronavirus et les pays qui se ferment. Est-ce que vous pensez que Schengen un jour pourra revoir le jour finalement? Est-ce qu'il pourra renaître de ses cendres tel le phénix? Alors oui, ça c'est une question intéressante. Moi je pense, et ce sera le cas, on verra, mais je suis certaine que Schengen va pouvoir surmonter en fait ces difficultés, parce que finalement jusqu'à aujourd'hui le modèle de coopération régionale de l'Union européenne, l'intégration régionale telle qu'on le connaît au sein de l'Union européenne, est le modèle le plus avancé, le plus poussé, et qui garantit, encore une fois, comme je le disais plus tôt, mais un niveau régional, que les États ne soient pas en guerre entre eux. C'est une réalité. En Europe, les États ont constamment été en guerre entre eux. L'Union européenne a été créée au lendemain des deux guerres qui ont profondément mis à mal le territoire européen, et avec la volonté de ne plus jamais revoir ça, au même titre que les Nations Unies. Je pense que finalement, dans cette perspective-là, l'Union européenne a su répondre à son objectif initial par des biais d'interdépendance commerciale. Aujourd'hui, on le voit typiquement, si les agriculteurs de la FNSEA hier ont appelé les Français à venir dans les champs pour les aider, c'est parce que les travailleurs européens ne peuvent plus venir. Et aujourd'hui, on comprend qu'en fait, la libre circulation des travailleurs est finalement quelque chose qui peut être positive, et quand les frontières sont fermées, on comprend qu'en fait, on est en difficulté. Et c'est déjà ce qui est en train de se passer. Donc à mon avis, je pense que oui, Schengen pourra perdurer malgré la crise. Après, la question de la réponse de l'Union européenne à la crise sanitaire qu'on connaît, qui est la crise du coronavirus, elle est
inexistante presque. Ouais. Certains parlent que c'est l'arrêt de mort de l'Union européenne, cette crise du coronavirus. L'arrêt de mort dans la solidarité entre pays. Bien sûr, bien sûr. L'intégration de l'Union européenne se fait dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Elle se fait très très bien dans le secteur économique et monétaire. Ça, c'est ce qu'on voit le plus poussé avec l'Union monétaire notamment, et aussi sur la question de l'Union douanière. Enfin, c'est ça qui était le début, vraiment le début de l'Union européenne. Il y a toujours eu une volonté de la part de certains dirigeants d'aller plus loin, c'est-à-dire vers une véritable union politique. Et c'est aujourd'hui, face à des crises telles que celle-ci, qu'on se rend compte que l'union politique n'existe pas et qu'elle est très difficile à construire. Pardon, parce que c'est un peu le retour de la souveraineté de chaque pays, là on se rend compte. C'est le système D, finalement, malheureusement. Alors oui et non. Oui et non, parce que les pays sont obligés de faire appel aux autres. Typiquement, avec ce qui se passe en Alsace, la région alsacienne est très touchée par l'épidémie du coronavirus. Les Allemands ont accueilli des patients dans leurs hôpitaux, les Luxembourgeois ont accueilli des patients dans leurs hôpitaux. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment le retour de la souveraineté absolue. Au contraire, il y a une certaine réaction effectivement de la part des États de vouloir fermer les frontières, mais ce n'est pas dans une logique de cesser la coopération internationale. C'est plus dans une logique de contenir cette épidémie. Et je pense, au même titre qu'on nous confine, on confine les gens, on confine les États. Donc les frontières fonctionnent finalement. Alors les frontières fonctionnent, oui, en cas exceptionnel. Là, en l'occurrence, pour une coopération, en tout cas au niveau sanitaire, comme l'Allemagne en a fait preuve à l'égard de la France, c'est quelque chose qui est remarquable. Et c'est des choses qu'il faut continuer à faire, certainement. Alors passons maintenant au sujet de notre entretien. Donc vous êtes la créatrice du podcast Place du Palais Bourbon. Première question toute simple, Léa. Quelle est la genèse de ce podcast? Quelle est l'idée? Où vous avez puisé la source d'inspiration pour le lancer? Alors, moi, j'ai toujours été très curieuse des questions politiques et j'ai toujours eu une fibre un peu journalistique. Je lis beaucoup de journaux, je lis beaucoup de récits et d'essais rédigés par des journalistes, essentiellement sur les questions de politique interne, mais aussi de politique internationale. Donc, j'ai toujours eu cette appétence pour l'écriture et en tout cas dans le style journalistique. Et j'ai toujours voulu un peu écrire. Et quand j'ai eu un projet en fait donc c'était en 2018, j'avais envie de raconter ce que je voyais à la brasserie Le Bourbon, qui est face à la place du Palais, face au Palais Bourbon. Et c'est une brasserie, moi j'ai travaillé et je travaille encore en tant que conseil en influence et en affaires publiques, donc auprès des décideurs publics. Et j'ai fait beaucoup de rendez-vous dans cette brasserie. Je croise souvent des députés, bien sûr, des représentants syndicaux. Enfin, c'est assez hétérogène. On voit un peu de tout. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut voir. Oui, c'est un lieu de discussion et d'influence, la brasserie. Absolument. Et on sait qu'il y a énormément de décisions qui sont prises. Et c'est finalement un lieu où plein de personnes se côtoient de milieux très différents. Et c'est un endroit qui m'a toujours beaucoup fascinée. Alors, est-ce que c'est pour vous le lieu de l'endogamie ou le lieu de la démocratie, la brasserie Le Bourbon, par exemple? Est-ce que c'est les petites cuisines d'arrière-cour parlementaire avant de siéger ou après l'Assemblée, ou est-ce que c'est plutôt un lieu de démocratie où on se discute, on débat et on fait avancer le pays? Non, je pense que c'est vraiment les cuisines d'arrière-cour, plutôt, pour être sincère. Les rencontres spontanées sont assez rares. De ce que j'ai pu en constater, c'est souvent des personnes qui se rencontrent puisqu'elles ont rendez-vous, ou alors des personnes qui se connaissent et se croisent. Et enfin, bref, donc non, c'est plutôt les cuisines d'arrière-cour, effectivement. Et donc, je voulais écrire et raconter un peu ce qu'on pouvait voir dans cette brasserie et autour de la place du Palais Bourbon, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et j'en parlais avec un ami qui est producteur. Et je lui dis, j'aimerais bien, et qui habitait à l'époque place du Palais Bourbon. J'aimerais bien faire une petite série d'histoires, des nouvelles sur ce qui se passe au Bourbon et près de l'Assemblée nationale. Il m'a dit, c'est marrant parce que je réfléchissais et je me disais, il y a un format qui peut être sympa, tu as une voix qui est agréable à entendre, peut-être qu'il faudrait que tu te positionnes sur le podcast. À l'époque, en France, des podcasts, il y en avait, mais c'était assez peu démocratisé, disons. Les gens écoutaient peu des podcasts, c'était beaucoup plus populaire aux États-Unis, mais c'est encore le cas, bien qu'en France, aujourd'hui, il y ait au moins 2-3 podcasts qui se créent par jour, aujourd'hui, désormais, mais bon. Et donc, il m'a dit, oui, c'est vrai que ça peut être marrant, mais fais-le sur le format de podcast. Et puis, on a commencé à réfléchir un peu ensemble, on a construit le format, et on est arrivé au format actuel, parce que j'avais une envie, une double envie, qui sont
les deux objectifs auxquels j'essaie de répondre à travers le podcast. J'ai, moi, travaillé pour des grandes entreprises du CAC 40 pour faire leur influence auprès des députés, notamment dans le domaine de la santé. Quand je suis rentrée de mon dernier poste au Cambodge, j'ai rejoint un cabinet d'affaires publiques, un des plus connus de Paris, dans lequel j'ai opéré pendant 2 ans, mais surtout pour apprendre la méthodologie, avoir les outils, de sorte à ensuite travailler plutôt dans le secteur associatif qui m'a toujours plus attirée. Donc j'ai travaillé pendant 2 ans dans ce cabinet d'affaires publiques. Et quand je devais prendre rendez-vous avec des sénateurs ou des députés pour les entreprises que je représentais, je n'avais pas trop de difficultés. J'arrivais facilement à obtenir des rendez-vous. 2 ans après, quand j'ai quitté ce cabinet, j'ai commencé à travailler pour des associations. Et j'ai notamment travaillé pour la fondation Gates sur une campagne pour la promotion de l'égalité de femmes-hommes en France, et à travers laquelle on aidait en fait les petites associations à porter leur voix auprès des décideurs. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces dossiers, je me suis rendu compte qu'il était finalement beaucoup plus difficile d'accéder aux décideurs quand on était une petite association. Et je me suis dit que c'était quand même assez curieux, et qu'il y avait effectivement un déséquilibre très important entre ce que pouvaient faire des entreprises bien organisées avec des services d'affaires publiques, etc., et une petite association qui le fait un peu de manière artisanale. Pourtant, les deux sont tout aussi légitimes à venir porter et présenter leur intérêt aux décideurs. Donc en fait, moi déjà, c'est quelque chose que je voulais aborder. Je suis convaincue de la nécessité de la représentation d'intérêts dans notre modèle démocratique. Comme on est sur un modèle démocratique en direct. Qu'appelez-vous la représentation d'intérêt, en fait? Comment vous le définiriez? Des groupes qui sont en capacité de pouvoir porter la voix d'un secteur ou même d'un groupe de citoyens auprès des décideurs publics pour pouvoir donner leur avis. Alors ça peut être de manière dématérialisée comme on peut le faire aujourd'hui avec des pétitions en ligne, ou ça peut être aussi dans ce qu'on fait d'habitude dans des relations classiques de plaidoyer ou de lobbying, rencontrer les décideurs directement et apporter en fait le positionnement, la position du groupe que l'on représente. Pour moi, c'est fondamental, car aujourd'hui, les décideurs, il y a une telle distance avec la société civile qu'ils ne peuvent pas décider sans avoir ces éléments-là. Le problème, c'est que... J'ai une question à vous poser là-dessus, vous dites quelque chose d'assez intéressant. Est-ce que cette non-capacité à décider, est-ce que c'est pas non plus plutôt peut-être de la déconnexion avec le territoire, avec ce qui se passe réellement? Ça veut dire que le lobbyiste, en fait, parce qu'on on va dire en gros mots, mais le lobbyiste, finalement, pourrait combler la déconnexion avec le territoire, mais à quel moment aussi il ne défend pas des intérêts privés plutôt qu'un manque sur le territoire? Alors, il faut, à mon sens, que les choses puissent être... En fait, il faudrait que tout le monde puisse avoir cet accès. C'est-à-dire que le travail qui est élaboré, qui est fait aujourd'hui par les grandes entreprises, mais même les petites entreprises, celles qui ont en tout cas un certain pouvoir économique, qui peuvent avoir suffisamment de poids pour accéder à un bureau de député, de sénateur ou de conseiller ministériel, il faut que ça soit accessible à tout le monde en fait. Il faut que chacun puisse porter ses intérêts auprès des décideurs pour qu'ils puissent, eux, de manière totalement objective et non biaisée, décider. Aujourd'hui, le problème, c'est que cet accès est vraiment totalement déséquilibré et que certains acteurs, on le sait, ont un accès privilégié aux décideurs publics et à la rédaction des lois et des textes des textes politiques. Donc ça, c'est un véritable problème. Partant de ce constat-là, j'ai décidé, moi, à mon niveau, d'essayer de rééquilibrer un peu les choses. Moi, je viens de ce secteur-là, c'est un métier que je connais très bien, je connais les outils, je sais comment il faut aborder les députés ou les sénateurs, je sais ce qu'il faut leur dire, je sais comment il faut leur dire et je sais à quel moment il faut leur dire, c'est mon métier. Donc j'ai voulu, pour équilibrer un peu les choses et faire en sorte que la société civile, les citoyens, à travers le biais d'associations la majeure partie du temps, puisqu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de structuration du débat et en tout cas des intérêts qui sont portés à la connaissance des décideurs, je fais des workshops aux outils de plaidoyer et de lobbying pour les associations. Voilà, par exemple. Ça, je l'ai fait récemment à la Halle Civique à Paris pour les associations des Civic Tech. Je vais le faire bientôt pour un groupement d'associations féministes, pour leur donner en fait les outils quasi identiques d'un lobbyiste pour pouvoir parler aux décideurs. Donc ça, c'est la première chose que je fais. La deuxième chose, c'est le podcast. Parce qu'à travers le podcast, je peux porter la voix
d'une partie des citoyens qui sont organisés généralement en association. Je ne travaille qu'avec des associations, qu'avec des institutions à but non lucratif. Il y a déjà certaines entreprises qui ont essayé de m'approcher pour que je puisse interpeller des députés sur des sujets. J'ai toujours refusé, car je considère qu'elles sont suffisamment bien armées. C'est peut-être moins vrai pour les petites entreprises, hein, ça c'est vrai. Elles sont suffisamment bien armées pour pouvoir solliciter les décideurs publics. Donc à travers le podcast, je peux déjà interpeller les députés. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez, par exemple, quand je travaille sur un sujet, j'interpelle 10-12 députés aux abords de l'Assemblée nationale. Je les sollicite et je leur demande leur avis sur le sujet sur lequel je travaille. Donc ça, c'est l'interpellation directe que je réalise. Vous les interpellez au vol, en fait, c'est ça, hein? Tout à fait, ouais, c'est des micro-trottoirs. Ouais, tout à fait. Je me place devant l'Assemblée avec cet outil-là et j'attends. Voilà, tout simplement. Et donc ça, c'est la première chose. C'est une influence qui est vraiment directe parce que je peux les interpeller directement sur la question sur laquelle je travaille. Et ensuite, il y a une véritable interpellation indirecte qui se fait par la diffusion du podcast. La communauté que j'ai surtout Twitter, est composée essentiellement de personnes qui sont soit journalistes et spécialisées en politique, mais beaucoup de décideurs me suivent aussi. Donc c'est assez intéressant de voir qu'en fait, il y a une répercussion aussi à travers la diffusion du podcast et qui sont interpellés. Je vais vous donner un exemple très très concret, parce que c'est difficile aussi de tracer l'influence du travail qu'on réalise. Mais il y a quelques temps, l'avant-dernier sujet que j'ai sorti, c'était sur les mineurs isolés, les enfants des rues à Paris, mais aussi ailleurs en France, et comment les pouvoirs publics réagissent face à cette question. J'ai donc réalisé ce podcast, je l'ai diffusé sur Twitter. Il y a Gaspard Ganzer, qui était à l'époque encore candidat à la mairie de Paris, qui n'avait pas encore rejoint Agnès Buzyn, qui m'envoie un message sur Twitter en me disant que l'épisode est excellent, qu'il l'a beaucoup aimé, très intéressant, et qui, 5 minutes après, fait une annonce sur Twitter et sur LinkedIn en disant que la question des mineurs isolés à Paris devenait sa priorité de campagne, qu'il ne fallait plus qu'il y ait d'enfants dans les rues de Paris en 2020. Donc ça, c'était assez intéressant, et c'est quelque chose qu'il a réitéré derrière, une semaine après, en interview en plateau sur BFM TV, il a rappelé que c'était devenu effectivement sa priorité de campagne. Je me permets, en tant que citoyen électeur, en citoyen de la République, Gaspard Ganzer, que nous avons reçu déjà 2 fois dans Putsch, donc lit le podcast, ou du moins écoute le podcast dans lequel vous soulevez ce problème, et il le reprend à son compte 5 minutes après. Donc là, on peut se poser la question de savoir si c'est de l'opportunisme, ou si c'est une vraie conviction qui a maturé depuis très longtemps, et parce que là, vous me dites qu'elle a fait carrément suite de campagne. Donc, à quel moment, là, et là je m'adresse plutôt à la communicante que vous êtes, spécialiste, est-ce qu'on récupère pas finalement une information dont on estime sur 5 ou 10 minutes qu'elle va être porteuse pour les élections à venir? Vous voyez? Bien sûr. Alors ça, c'est effectivement un point important, mais c'est ce qui se passe au quotidien. Je veux dire, on est tous inspirés par ce qu'on lit, par ce qu'on voit passer. Je veux dire, c'est aussi votre rôle. Typiquement, vous pouvez potentiellement, vous, avec Putsch, influencer un décideur, et vous ne le saurez peut-être pas. Mais c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, si jamais, typiquement, Gaspard Ganzer avait repris cette question, et on avait fait effectivement sa priorité de campagne, avait été élu à la mairie de Paris et qu'il l'avait vraiment appliqué, l'objectif aurait été atteint. Si les enfants des rues avaient pu être secourus, peu importe que ce soit de la récupération politique, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que je veux, c'est que les choses changent. Après, est-ce que c'est de l'opportunisme? Peut-être, mais si ça fonctionne, pourquoi pas? Alors, après, c'est toujours l'idée, ce qu'on y met derrière, c'est je ne parle pas forcément que de Gaspard Ganzer là, mais est-ce qu'il y a suffisamment de conviction derrière pour qu'une politique publique soit mise en place après une élection, alors qu'on a appris l'idée dans un podcast? Vous voyez ce que je veux dire? C'est les convictions, quelle est la charge de conviction derrière? Bien sûr. Alors ça, c'est très difficile à apprécier, mais moi, je me souviens d'avoir lu des reportages qui m'ont bouleversée. D'avoir vu des reportages qui m'ont bouleversée, d'avoir lu des articles qui m'ont bouleversée et qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de m'impliquer pour une cause précise. Donc la sincérité de l'engagement, je pense qu'on peut le palper et le ressentir dans la réalité de la mise en œuvre de l'action, en fait, et dans les actions qui sont entreprises. Après, sur le papier, bon, c'est très simple de faire des promesses et de dire qu'on est très sensible à telle ou telle cause. Il n'y a que les faits qui parlent, en réalité.
Bah, là, vous me tendez la perche pour la question, cette partie qui me paraît extrêmement importante. Est-ce que cette défiance de la parole publique, Léa, à un moment donné, ça a fait émerger les Gilets jaunes? C'est les gens qui se sont dit, ils ne nous Absolument. écoutent pas, ils ne s'occupent pas de nous, ils nous ont volé notre souveraineté, ils nous ont volé notre pouvoir de décision. L'Assemblée même, vous savez qu'il y a une énorme crise de la représentativité. On a Absolument. entendu pendant de longs mois, les députés ne représentent pas. Ce qui a posé la question de savoir si le député devait représenter un territoire et porter ses valeurs, Mhm. ou du moins ses revendications, ou est-ce que le député n'était qu'un pion finalement d'une majorité présidentielle, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voyez-vous, est-ce que ça vous parle, ça ou pas? Est-ce que Ah oui. voilà. Oui, parce que c'est aussi tout l'objectif du podcast. Alors, il y avait vraiment c'est ce déséquilibre et cette déconnexion entre les élus et les citoyens qui pour moi, est la pire chose pour la démocratie. Un régime démocratique ne peut fonctionner qu'à partir du moment où les décideurs, eux, peuvent décider de manière libre et éclairée, et à partir du moment où leur mandat est celui d'un citoyen libre et éclairé. Aujourd'hui, il y a énormément de difficultés, peut-être par un manque de volonté politique, et je pense que ce n'est pas forcément de la faute du gouvernement actuel, mais c'est aussi la faute des gouvernements précédents, d'éduquer les personnes aux questions civiques et politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si je vous demande comment, est-ce que vous connaissez la différence entre une proposition de loi ou un projet de loi, la majeure partie des gens ne seront pas en capacité de vous répondre, alors que c'est pourtant ce qui régit aujourd'hui le cœur de la démocratie et ce qui est la base de notre quotidien. Donc il y a quand même Mais ça, Léa, si je puis me permettre, ça c'est la structure finalement qui permet aux gens qui sont élus, aux représentants de voter des lois et d'avoir Bien effectivement la notion de ces différences de termes juridiques. Mais c'est aussi les citoyens finalement donnent mandat dans le vote à des gens pour qu'ils puissent les représenter. Et donc, forcément, c'est à eux, c'est aux représentants, pardon, de s'approprier ces termes de loi pour pouvoir voter au mieux des lois qui seront bénéfiques et qui protégeront les citoyens. Voilà, c'est la question. Vous voyez ce que je veux dire? Condition, alors voilà, ouais. À condition que les citoyens puissent apporter leur voix et qu'elle soit entendue. Et c'était aussi l'élément que je mettais en avant tout à l'heure quand je vous disais qu'il y avait un problème de déséquilibre et d'accessibilité aux législateurs aujourd'hui, qu'il n'y a que les intérêts des plus structurés et des plus forts, les plus organisés, qui sont entendus aujourd'hui. Car il y a une réalité, je veux dire, un député, quand il arrive à l'Assemblée nationale, il peut être comme vous et moi, en réalité. Mais au bout d'un moment, le système est fait de telle sorte qu'il y a une véritable déconnexion qui s'opère. C'est-à-dire qu'il est enfermé dans son travail, et alors, à moins qu'il le veuille vraiment et qu'il fasse énormément d'efforts pour aller sur le terrain, pour continuer. Il y en a quelques-uns qui le font, c'est une réalité. Mais je ne pense pas que ce soit la globalité. Le système est vraiment fait de telle sorte que, de fait, ils sont un peu déconnectés des citoyens pendant quasiment tout leur mandat, malheureusement. C'est très difficile. Quelques éléments aussi sur la représentativité nationale qui sont assez importantes. Il y a aussi un problème d'accessibilité aux postes de décideurs publics, de parlementaires. Il y a quelques chiffres que j'ai relevés qui me semblaient intéressants pour notre échange. Aujourd'hui, il y a seulement que 4,6% des députés qui sont des employés et il n'y a aucun ouvrier. Oui, les chiffres parlent d'eux-mêmes, effectivement, en termes de représentativité. Exactement. Dans les années 60, 70, il y avait à peu près 10% de l'Assemblée nationale qui représentait des ouvriers ou des employés, ce qui n'était déjà pas très lourd. Aujourd'hui, 4,6% d'employés, c'est vraiment très peu représentatif, quand bien même la catégorie des employés et des ouvriers représente en France aujourd'hui la moitié de la population active. Donc déjà, rien que là, il y a un déséquilibre. Il faut savoir qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale environ 75% de cadres parmi les élus, et que les cadres ne représentent dans notre société que 4,5% de la population active. Donc voilà, c'est un tout petit exemple. Je peux parler aussi de la parité femmes-hommes, qui est aussi un problème. Donc il y a un véritable problème de représentativité, de représentation. Léa, parce qu'en fait, est-ce que les chiffres que vous donnez qui sont édifiants et qu'on invite d'ailleurs tous nos téléspectateurs à aller voir et vérifier, est-ce que c'est pas ça aussi le grand tourment des fractures françaises, d'une petite partie de la population aujourd'hui qui décide finalement, une élite et des technocrates, on le sait, et une autre partie de la population qu'on va appeler grossièrement le peuple. Hein. Le peuple, c'est ceux qui se sentent dominés politiquement et économiquement, qui ont donné les gilets jaunes. Et là est-ce qu'on va être en train de ne pas perdre finalement ce qui a fait l'union nationale? On le voit un peu dans le coronavirus, et encore, il faudra voir quelles sont les fractures, parce qu'à mon sens, c'est en train de se creuser encore plus. On l'a vu dans les départements
départ des Parisiens Absolument. qui sont allés dans les territoires. Absolument. Ceux-là même, pour certains qui avaient énormément craché sur les gilets jaunes, qui se sont trouvés un amour immodéré et rapide pour la France périphérique. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, est-ce que ces chiffres-là ne montrent pas cette énorme fracture française avec des plaies béantes et des gens qui sont totalement abandonnés et pulvérisés, concassés, fracassés par la mondialisation? Alors, je pense qu'effectivement, la fracture est là, et la fracture est de plus en plus importante. Par ailleurs, il y a aussi une question de... Alors, pour revenir à la question de la représentation telle qu'on la décrivait, moi je pense quand même, bien que l'on soit cadre ou d'une profession considérée comme non ouvrier ou non employé, peu importe, je pense qu'on peut quand même être sensible à la question des plus faibles, ça c'est certain. C'est pas parce qu'on a été particulièrement favorisé pendant toute sa vie qu'on ne peut pas être sensible au sort des autres, au contraire. Et je pense que c'est l'obligation d'un dirigeant, peu importe son background, son histoire, d'être en capacité d'avoir suffisamment d'empathie pour comprendre le problème des autres et de toutes les franges de la population. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, moi, je pense que la représentation devrait être plus diversifiée, ça c'est certain. Bien qu'elle ne le soit pas, je pense que nos représentants sont quand même en capacité d'entendre les mots de la société, les mots du peuple. Aujourd'hui, la déconnexion, comme ce dont je vous faisais état, ne permet pas en fait au peuple de vraiment faire remonter les doléances. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec la Révolution en 1789. Au début, c'était vraiment... Avec le grand Exactement. débat, avec des gens, voilà, exactement. On le notera bien, il y a quand même des citoyens qui ont eu une connaissance très rapide et accélérée parmi les Gilets jaunes. Ils ont repris finalement connaissance de tout ce qui faisait la société, le Parlement. Absolument. Et d'ailleurs, il y a des oui, c'était un véritable sursaut démocratique avec une volonté quasi compulsive de participer au débat public et à la prise de décision, ce qui pour moi est très important. C'est une belle réaction. C'est une belle réaction. La fracture est, d'après moi, favorisée par autre chose. Je constate, et je vais être assez dur à l'égard du gouvernement actuel, qu'il y a une véritable forme de mépris. Un mépris qu'on n'a pas vu auparavant. Je ne veux pas dire que le gouvernement d'avant était mieux que l'autre, c'est pas mon rôle là actuellement, mais en revanche, sur la question du mépris et de la prise en considération des revendications, je pense que là, le gouvernement actuel a fait énormément d'erreurs et continue à faire des erreurs. Et je pense que ces erreurs-là favorisent en fait cette fracture démocratique. Ça, c'est certain. Si on n'arrive pas à faire en sorte... Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi, là je me permets, d'Emmanuel Macron qui est quand même, bon on le sait, c'est un banquier, mais qui est quand même un adorateur absolu de la mondialisation. Il est aussi énarque, il a la notion d'intérêt général quand même. Oui, mais on a l'impression quand même qu'il est en train de vouloir faire passer toute la France sous les carcans, sous les fourches codines de l'Union européenne, donc de la mondialisation, et il en oublie, ou il n'a pas envie d'entendre aussi, des revendications plus sociales qui vont à l'encontre d'intérêts, et c'est toute la question de servir, ou se servir d'intérêts particuliers, voyez-vous ? Oui, bien sûr. Alors, je ne pense pas que ce soit tant une question de mondialisation ou d'Union européenne dans ce cas de figure. On peut rêver d'une Union européenne sociale. Moi, et écologique, c'est mon idéal. Ça fait 30 ans qu'on l'entend quand même. Rappelez-vous, les premières affiches de campagne de la gauche ou de la droite, c'était l'Europe sociale, l'Europe qui aide, qui prend chaque minute. Voilà. Mais bon, il faut avoir certains idéaux dans la vie pour pouvoir avancer. Sinon, on s'arrête concrètement. Donc ça, c'est effectivement un idéal. Je pense qu'on peut avoir une Europe sociale. Concernant le gouvernement actuel, moi, je n'ai jamais cru en ce positionnement un peu à gauche, un peu à droite d'Emmanuel Macron. Alors peut-être parce que oui, voilà. Peut-être parce que j'ai la grille de lecture nécessaire pour arriver à lire un peu entre les lignes et comprendre son programme et ce qu'il mettait en avant. J'ai tout de suite compris que c'était quelque chose d'ultra-libéral économiquement. Et ça n'a, en tout cas moi personnellement, ce n'est pas ce que j'attendais d'un président. Donc je n'ai pas voté pour lui au premier tour. Bon, après au second tour, je l'ai fait effectivement. Mais je n'ai pas forcément fait avec beaucoup d'entrain. Je ne pense pas que ce soit tant une question de mondialisation ou d'Union européenne. On voit qu'aujourd'hui,
le système tel qu'il est fait, et tel qu'il est promu en France, pour être sincère, si l'Union européenne n'existait pas et si la mondialisation n'existait pas, je ne vois pas ce qui empêcherait notre président de favoriser quand même l'intérêt des plus riches. Oui, alors ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'État interventionniste. Finalement, on a l'impression que le néolibéralisme se sert de l'État interventionniste qui est actuellement pour mettre en place toute une série de mesures. On le voit, hein, ça a commencé avec la loi travail El Khomri, et on voit que ça continue. Donc on a l'impression quand même que c'est quand même assez probant, quoi, et que l'État finalement est un accélérateur des fractures sociales, des fractures économiques, au service finalement d'une globalisation. Parce que quand je parlais de, vous avez raison, mondialisation, mais quand on parle de délocalisation par exemple, ne serait-ce qu'intra-européenne, la concurrence est partout et entre tous. Et est-ce que les Français finalement n'en pâtissent pas pour ceux qui sont non qualifiés ou qui ont des emplois qui ne leur permettent pas d'être en télétravail, justement, voyez-vous, parce qu'on d'ailleurs c'est intéressant qu'Emmanuel Macron mette tous les gens au télétravail, mais peut-être ne sait-il pas qu'en France il y a plein de millions de gens qui ne font pas du télétravail. Voyez-vous, c'est dans cette idée-là. Oui, enfin, encore une fois, moi je vous dis, je pense pas que ce soit la faute de l'Union européenne, je trouve ça un peu simple, pardonnez-moi, hein, comme raccourci. Je suis convaincue que si l'Union européenne n'existait pas aujourd'hui, encore une fois, si on avait le gouvernement que nous avons actuellement, parce que l'État, c'est une notion qui est beaucoup trop floue pour la convoquer ici. Il s'agit de gouvernement, de personnes qui dirigent aujourd'hui. L'État, c'est une notion abstraite. L'État fait les lois. C'est le gouvernement. Oui, mais l'État impose des lois, de fait impose des lois. Donc, il impose des lois bien sûr, mais qui modèlent la nation, ou qui modèlent les Français à une politique qui vient d'en haut. Voilà, dans ce sens, c'est dans ce sens que oui, tout à fait, et qui vient du gouvernement. Enfin, c'est pour ça. Enfin, c'est plus pour recentrer la responsabilité sur des humains, sur des êtres qui sont les membres du gouvernement. L'État est pour moi une notion trop abstraite dans notre discours, en tout cas là maintenant. Il faut quand même qu'il y ait des personnes qui soient responsables de leurs actes, et il s'agit des membres de notre gouvernement et du président, de l'exécutif en l'occurrence. Encore une fois, je ne suis pas certaine que si l'Union européenne n'existait pas, le résultat serait peut-être le même. On favoriserait peut-être les plus riches, et c'est aussi ce qui existait. Enfin, je veux dire, on va reprendre l'exemple de la Révolution française, mais il n'y avait pas d'Union européenne à l'époque, et on favorisait les plus riches. Et la fracture sociale était existante. Le système était fait de telle sorte, la mondialisation, mais c'était un mot qu'on n'imaginait même pas à l'époque. Et pour autant, il y avait quand même une domination des classes sociales les plus aisées sur une classe sociale très populaire et pauvre. C'est une réalité. Mais ça, c'est la monarchie, vous avez raison, c'est la monarchie républicaine, et ça n'est pas d'aujourd'hui. Mais cette monarchie républicaine, aujourd'hui, elle a accéléré peut-être ce qu'on appelle la France périphérique, dans la plongée dans des choses qui, aujourd'hui, creusent des fractures de plus en plus, dont les gens ne se reconnaissent pas. Alors, absolument. J'ai une dernière question par rapport à ça. Je voulais avoir votre avis, la Chamboncel, sur comment voyez-vous, on a eu les Gilets jaunes, on a eu la réforme des retraites, on a maintenant la crise de coronavirus. Comment voyez-vous la démocratie déjà aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a la fracture démocratique est en train de se creuser de plus en plus ? Et comment la démocratie va-t-elle sortir cette crise du coronavirus avec celle déjà que j'ai évoquée auparavant ? Alors effectivement, le problème c'est qu'on voit qu'en ce moment, et je pense que c'est encore une erreur du gouvernement qui a un ton très méprisant à l'égard de ceux qui essaient de l'interpeller sur leur sort. Là, malheureusement, on voit qu'il y a encore que ce mépris est encore assez présent. Je vous donne des exemples assez simples. On voit, on demande aux salariés, les ouvriers et les employés de supermarchés, etc., de continuer à aller au travail, et par ailleurs, on leur offre une prime exceptionnelle de 1 000 € pour pouvoir continuer à aller travailler. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est tellement scandaleux quand on voit que les personnes qui sont les plus aisées peuvent rester chez elles, aller dans les résidences secondaires. Enfin, les personnes qui vont réclamer cette prime de 1 000 € sont les personnes qui en ont besoin, donc des personnes qui sont contraintes d'aller travailler et qui continuent à aller travailler. Je veux dire, les personnes qui n'en ont pas besoin, et elles sont bien nombreuses en France, vont rester chez elles. C'est pas difficile quand on a des revenus à peu près corrects de refuser ces 1 000 €. Tandis que quand on est vraiment en difficulté, 1 000 € pour quelqu'un, ça peut changer. Ça peut changer même une année de revenus. Et alors qu'ils mettront vraiment leur santé en danger en plus, au vu qu'ils mettront leur santé au danger, peut-être au profit en plus des plus favorisés aujourd'hui. Donc ça contribue
cette fracture et à cette distanciation entre les classes sociales, parce enfin, disons-le, on est vraiment sur j'ai vraiment le sentiment que, et on l'a vu à travers la crise des Gilets jaunes, on l'a vu pendant les grèves, le gouvernement, alors c'est moins vrai pendant cette question du coronavirus, mais enfin, pourtant quand même un peu, j'aurais même demandé si c'est moins apparent. Moins apparent, absolument, moins apparent. Le confinement, c'est forcément moins apparent. Frontal, moins frontal, mais j'ai vraiment le sentiment que parfois la stratégie gouvernementale repose sur la division de la société. Et puis vous connaissez cet adage bien connu, diviser pour mieux régner. On le sait que c'est quand même quelque chose que notre président a mis en place pour arriver au pouvoir, notamment. Et j'ai vraiment le sentiment que beaucoup d'interventions et une grande partie de la communication qui est faite en temps de crise par le gouvernement est vraiment basée sur le renforcement de la division entre les Français. Et ça, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux pour l'avenir de notre démocratie. C'est très dangereux pour la gestion aussi de l'intérêt général et des crises telles que celles que nous sommes en train de traverser actuellement. Et j'espère que face à tout ça, il y aura un véritable sursaut démocratique de la part des citoyens qui voudront dépasser ces divisions. Bon, merci beaucoup. Une dernière question, Léa Chamboncel. Sur les podcasts, qu'est-ce qu'on doit écouter si on doit en écouter qu'un ou deux dans les prochains jours, qu'est-ce que vous conseillez aux lecteurs de Putsch? Si vous devez en écouter un, par rapport aux questions que nous venons d'aborder, je pense qu'il serait intéressant que vous écoutiez le podcast, l'épisode sur les civic tech et sur la participation citoyenne. D'accord. Donc on peut ça aurait du sens. Ouais. On peut vous retrouver donc sur votre site. Les podcasts sont disponibles. On l'a vu. Vous êtes sur Facebook, vous êtes sur Twitter. Donc on peut vous suivre en tout cas en permanence parce que vous communiquez beaucoup. Merci beaucoup, Léa Chamboncel, de ce passionnant entretien. Et merci à vous.